Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs. J'espère que vous allez tous bien et que les épisodes précédents vous ont plu. Je remarque que les vues arrivent de petit à petit et ça fait plaisir. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet, on va dire assez marrant parce que c'est un abonné qui a laissé un commentaire et qui m'a donné vraiment une sacrée idée et je l'en remercie. Le Tardis, voilà. Donc je pense que la plupart des gens connaissent le Tardis, hein, donc nous allons explorer un peu cette question fascinante qui va être fusionnée avec la science-fiction et la science. Et on va se poser la question, est-ce que ce serait possible de créer un TARDIS plus tard? Donc vous avez entendu parler du TARDIS dans la célèbre série Doctor Who. Donc c'est une machine à voyager dans le temps, hein, et l'espace qui est plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur. Mais est-ce purement de la fiction ou y a-t-il une possibilité que cela devienne réalité un jour? Et donc je vous ai construit un petit peu, l'épisode, sous différentes sections. On va parler tout d'abord de qu'est-ce qu'un TARDIS? On va essayer de le décrire, hein, vraiment dans toutes ses facettes, de l'apparence extérieure, intérieure, les dimensions, les fonctionnalités, les capacités. On va parler du TARDIS et de la science-fiction, on va faire, des comparaisons avec les avancées scientifiques réelles. On va parler aussi des implications philosophiques et éthiques. On va parler de la technologie actuelle, les fondements théoriques, les défis technologiques, la conclusion, les perspectives futuristes, une belle petite conclusion, pour clore, on va dire, tout l'épisode. Puis, je ne sais pas si je le mettrai, dans le podcast ou pas, mais voilà, j'ai 5 questions, que je vais vous poser et vous aurez des choix multiples et vous allez devoir sélectionner, celle que vous pensez que c'est la bonne et on verra celui qui a les meilleures réponses. On fera un petit point plus tard s'il y a beaucoup de participants. Et à la fin, du coup, je me suis vraiment amusé, hein, je me suis prêté au jeu. Nous allons faire une alternative au TARDIS, puisqu'avec cet abonné, nous avions parlé dans les commentaires un petit peu de si c'était possible de créer un TARDIS et donc je lui ai répondu de la plus précisément possible. De la manière la plus précisément possible, je vais y arriver. Et donc du coup, on va dire un peu créé, je pense, on va dire inventé ou testé, je ne sais pas si ça existe déjà. La machine s'appelle l'Exo Navis. Donc c'est une machine de voyage spatio-temporel futuriste que j'ai un peu imaginé, un peu inventé, que j'ai utilisé un peu l'IA aussi pour m'aider. Et vous allez voir, c'est extrêmement intéressant. On va se pencher un peu dessus. Bon, l'intro est un petit peu longue, mais nous allons commencer tout de suite sur ce qu'est le TARDIS. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'un TARDIS? Pour ceux qui ne sont pas familiers avec Doctor Who, le TARDIS, qui signifie Time and Relative Dimension in Space, donc temps et dimension relative dans l'espace. J'ai un super anglais, hein. Et c'est une machine à voyager dans le temps et l'espace, hein, qui est utilisée par le personnage principal, le Docteur. La série, qui a débuté en 1963, elle a popularisé cette incroyable technologie fictive, hein, qui défie notre compréhension actuelle de la physique. Et on va se pencher un petit peu sur l'apparence extérieure, de premier abord. Donc à première vue, le TARDIS ressemble à une cabine téléphonique, hein, de police britannique des années 1960. Cette apparence extérieure est en réalité le résultat d'un mécanisme appelé circuit caméléon, qui est destiné à permettre au TARDIS de se fondre dans son environnement. Cependant, ce circuit est bloqué, hein, donc il laisse le TARDIS avec cette apparence iconique. Et cette conception est non seulement un hommage à une époque spécifique de l'histoire britannique, mais aussi une méthode de camouflage. Allez, intéressons-nous à l'intérieur et aux dimensions. La caractéristique la plus fascinante du TARDIS est qu'il est immensément plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc ce concept il est souvent résumé par la phrase « bigger on the inside », plus grand à l'intérieur. Donc ça repose sur la manipulation de dimensions spatiales, hein. C'est une idée qui semble défier les lois de la physique telles que nous les connaissons. Et à l'intérieur, le TARDIS il contient une vaste salle de contrôle au centre, hein, qui a de nombreuses autres il y a de nombreuses autres pièces, hein, telles que des bibliothèques, des piscines, des jardins et même des chambres à coucher, hein, tout autour. Et ce phénomène, il s'explique dans la série, en fait, par des technologies avancées et une architecture dimensionnelle complexe. Euh, Parlons des fonctionnalités et des capacités du TARDIS. Il est équipé de nombreuses fonctionnalités qui vont bien au-delà de simples voyages spatio-temporels. J'en ai retenu pas mal. Il y a les voyages dans le temps et l'espace, la traduction universelle, les boucliers de protection, les systèmes de restauration et la conscience semi-autonome.
Donc le voyage dans le temps et l'espace, c'est la fonction principale du TARDIS, hein, qui est de voyager n'importe où dans l'espace et le temps. Il peut se matérialiser en tout point de l'univers à n'importe quelle époque. Ça, c'est sa première fonctionnalité. La traduction universelle, la deuxième, c'est le TARDIS. Il possède un circuit de traduction intégré, hein, qui permet aux occupants de comprendre toutes les langues, y compris les langues extraterrestres. Et ça, c'est cool. Troisième caractéristique, troisième fonctionnalité, c'est les boucliers de protection. Donc le TARDIS est protégé par des boucliers qui le rendent presque indestructible et capable de résister à de nombreux types d'attaques. Alors j'ai pas voulu rentrer trop dans le détail dans lequel type d'attaque il pouvait pas résister, hein, on va pas trop s'attarder là-dessus. Système de restauration aussi, hein, donc il dispose de capacités de réparation et de restauration automatique, hein, qui lui permet en fait de se régénérer et de se réparer après avoir subi des dommages. Et une conscience semi-autonome, hein, le TARDIS, il possède une forme de conscience, hein, parfois décrite comme semi-autonome, qui lui permet de prendre certaines décisions par lui-même. Voilà. C'est une IA un peu bridée. Alors, qu'est-ce que le TARDIS et la science-fiction? Le concept du TARDIS, il a captivé des générations de fans de science-fiction et ça a même influencé de nombreux autres récits et même de technologies fictives, hein. Ça représente quand même le summum de l'ingéniosité et de l'imagination humaine, qui combine le mystère de l'inconnu avec des éléments tangibles de la science. Le TARDIS, il n'est pas seulement une machine, hein, c'est quand même un symbole de l'exploration et de l'aventure. Il incarne le désir humain de dépasser les frontières de l'espace et du temps. Maintenant, on va essayer de le comparer un petit peu, hein, brièvement avec les avancées scientifiques qui sont réelles, hein. Donc, bien que le TARDIS, ça soit une création purement fictive, hein, qu'on soit bien d'accord, il suscite quand même des questions et des discussions sur les limites de la science actuelle et future. Donc, par exemple, il y a la théorie des dimensions supplémentaires et l'espace-temps et la relativité. En ce qui concerne la théorie des dimensions supplémentaires, en physique théorique, hein, il existe des hypothèses sur l'existence de dimensions supplémentaires, hein, au-delà des 3 dimensions spatiales et de la dimension temporelle qu'on peut percevoir. Et la théorie des cordes, par exemple, elle propose jusqu'à 11 dimensions. Donc si nous pouvions accéder à ces dimensions, c'est donc des structures, hein, comme le TARDIS, des structures comme le TARDIS pourraient théoriquement être possibles. Maintenant, en ce qui concerne l'espace-temps et la relativité, donc selon la théorie de la relativité générale d'Einstein, l'espace et le temps sont intimement liés, hein. Donc ça, je pense que vous vous en doutiez, et peuvent être déformés par la gravité. Donc bien que cette théorie, elle ne permette pas encore de créer des espaces plus grands à l'intérieur qu'à l'extérieur, hein, elle ouvre quand même la voie à des concepts avancés, hein, de manipulation de l'espace-temps. En ce qui concerne les implications philosophiques et éthiques, l'existence en fait d'une technologie comme le TARDIS, ça poserait, je pense, hein, également des questions profondes sur notre place dans l'univers et des implications éthiques de manipuler l'espace et le temps, quoi. Par exemple, il y a les paradoxes temporels et la responsabilité de l'exploration, hein, je pense que c'est les 2 points les plus importants. Le paradoxe temporel, donc le fait de voyager dans le temps, ça pourrait bien sûr créer des paradoxes ou des actions dans le passé qui pourraient affecter directement le présent ou le futur de manière imprévisible. Heu, Maintenant, voilà, il y a d'autres questions qui pourraient se poser. Est-ce que le fait de remonter dans le passé, ça pourrait pas créer une autre branche temporelle, qui n'affecterait pas le présent auquel, la personne qui a voyagé dans le passé, viendrait, quoi? Je sais pas si vous avez compris, mais bref. En ce qui concerne la responsabilité de l'exploration, avec un pouvoir immense, hein, vient une responsabilité immense aussi. Donc l'utilisation d'une technologie qui est capable de manipuler l'espace-temps, ça nécessiterait effectivement une réflexion éthique approfondie pour éviter les abus et les catastrophes potentielles, hein. Donc vous voyez, le TARDIS, c'est quand même une icône de la science-fiction et ça incarne la quête humaine dans l'exploration et l'innovation. On est bien loin de pouvoir créer une telle machine avec notre technologie actuelle, mais l'étude de concepts similaires dans la physique théorique et les avancées technologiques futures, et même actuelles, hein, ça existe déjà, hein, il y a déjà des recherches là-dessus, ça pourrait un jour nous rapprocher de cette importante possibilité de technologie, quoi. Désolé, je bégaye un peu. En ce qui concerne la technologie actuelle, alors, la technologie pour créer un TARDIS, elle n'existe pas pour l'instant. Le concept de manipulation de l'espace-temps et de création d'espaces plus grands à l'intérieur qu'à l'extérieur sont encore au stade théorique, mais il est important de noter que la science et la technologie, elle avance quand même à un rythme incroyable, hein, et puis plus on avance dans le temps et plus ça avance vite. Donc, ce qui semble impossible aujourd'hui pourrait devenir envisageable dans un avenir lointain. Ce qu'on pensait de la science-fiction à l'époque, eh bien maintenant c'est réel. Il y a beaucoup de choses qui, en tout cas, qu'on pensait de la science-fiction à l'époque, qui sont maintenant réelles.
En ce qui concerne les fondements théoriques, là, on va parcourir pas mal de choses, d'informations que j'ai déjà parlé dans les playlists, dans la playlist des trous noirs. Donc, je ne vais pas trop m'attarder dessus. Si vous avez vraiment envie d'en savoir plus, allez sur la playlist des trous noirs. Donc, il y a le premier fondement théorique, c'est la gravité quantique. Ça, c'est une théorie qui tente de décrire un peu la force de gravitation en tenant compte des principes de la mécanique quantique. Et c'est une compréhension complète de la gravité quantique qui pourrait permettre de manipuler cet espace-temps d'une manière actuellement inimaginable pour l'instant, ça c'est clair. Après, il y a la théorie des cordes qui est actuellement en cours. On est en train de travailler là-dessus, enfin les scientifiques travaillent dessus. Elle propose en fait que les particules fondamentales ne sont pas des points, mais des cordes en fait qui vibrent entre elles. Et ces théories, elles pourraient offrir des moyens de manipuler les dimensions supplémentaires de l'univers et potentiellement permettre de créer des structures comme le TARDIS. L'énergie noire et la matière noire, j'en parle énormément dans les Warp Drive, dans la série des Warp Drive, dans ma playlist. L'énergie noire, c'est une forme mystérieuse d'énergie qui accélère l'expansion de l'univers, et cette matière noire qui est une matière invisible, qui exerce une influence gravitationnelle, et le fait de la comprendre et de la manipuler, et de manipuler ces formes d'énergie, pourrait avoir des possibilités de créer, par exemple, des bulles warp ou des trucs comme ça. Et je vous invite vraiment, si vous êtes intéressé par ça, à aller sur la playlist des Warp Drive, c'est très intéressant. En ce qui concerne les défis technologiques, alors là on va rentrer un peu dans le dur. Créer un TARDIS tel que décrit dans cette série Doctor Who, ça pose des défis quand même technologiques énormes. Et j'ai fait un petit examen, je pense moyennement précis, je pense qu'il est précis, des principaux obstacles qu'il faudra surmonter. Donc tout d'abord, en ce qui concerne la manipulation de l'espace-temps, on va devoir travailler sur la théorie de la relativité, les dimensions supplémentaires, l'énergie négative et exotique. En ce qui concerne la théorie de la relativité générale d'Einstein, qui décrit comment la gravité peut courber l'espace-temps, eh bien pour créer un espace plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur, il faudrait manipuler l'espace-temps d'une manière qui va bien au-delà de notre compréhension actuelle pour le moment, mais ça pourrait impliquer des concepts comme les trous de verre, des tunnels théoriques dans l'espace-temps qui pourraient relier des points distants de l'univers. On a les dimensions supplémentaires aussi. La théorie des cordes et la théorie M proposent l'existence de dimensions supplémentaires au-delà des 3 dimensions spatiales et de la dimension temporelle que nous pouvons percevoir. Et manipuler ces dimensions pourrait théoriquement en fait permettre de créer des espaces non euclidiens, où en fait l'intérieur d'une structure pourrait être plus vaste que son extérieur. Toutefois, cette manipulation nécessite une technologie que nous ne possédons pas encore. En gros, tu franchis la porte, paf, ça, tu rentres dans une autre dimension et qui est matérialisée par je ne sais pas, par une limite, mais qui est immense, quoi. C'est comme si tu rentrais, par exemple, tu passes le bas de ta porte et puis hop, t'arrives sur une planète, quoi, par exemple. C'est un exemple, ça m'est venu comme ça en tête. C'est un peu bête comme exemple. Bref. En ce qui concerne l'énergie négative et exotique, le concept de l'énergie négative et de la matière exotique sont souvent en fait évoqués dans les théories qui explorent la manipulation de l'espace-temps. Et par exemple, pour maintenir un trou de verre ouvert, il faudrait une énorme forme de matière, il faudrait une énorme quantité de matière qui ait des propriétés gravitationnelles opposées à celles de la matière ordinaire, donc de l'antimatière, ce qui reste purement hypothétique pour le moment. En ce qui concerne maintenant la stabilité et l'énergie, comme défi, j'ai retenu, on va dire, 3 points. La quantité d'énergie, la source d'énergie futuriste, les sources d'énergie futuristes, et le maintien de la structure aussi. En ce qui concerne la quantité d'énergie, la création et le maintien d'un TARDIS, il nécessiterait vraiment une quantité d'énergie colossale, parce que manipuler l'espace-temps ou créer des trous de verre, selon les modèles théoriques, ça pourrait demander plus d'énergie que celle disponible dans notre galaxie. Actuellement, en fait, même nos sources d'énergie les plus puissantes, comme les réacteurs nucléaires, sont vraiment insignifiantes par rapport à ce qui serait nécessaire pour créer, on va dire, ce genre de TARDIS. En ce qui concerne les sources d'énergie futuristes, il faudrait des concepts comme l'antimatière, ce que je vous disais tout à l'heure, la fusion nucléaire avancée aussi, par exemple, ou l'exploitation de l'énergie des trous noirs qui pourrait offrir des sources d'énergie suffisantes à l'avenir. Par exemple, il y a le moteur à antimatière, en théorie, il pourrait générer une immense quantité d'énergie à partir de l'annihilation de matière et d'antimatière. Mais produire et contenir de l'antimatière à grande échelle, ça pose des défis énormes et insurmontables pour l'instant. Et après, bien sûr, aussi qu'il faut penser, c'est le maintien de la structure. Il faut
assurer la stabilité d'une structure qui va manipuler l'espace-temps et qui va nécessiter donc une technologie avancée pour contrôler les forces gravitationnelles et spatiales. Et ça va inclure forcément des systèmes de régulation en temps réel qui seraient capables de compenser les perturbations de l'espace-temps et de maintenir l'intégrité de l'espace interne du TARDIS. Vous voyez, faut pas non plus tout faire péter, quoi. Ensuite, la sécurité. Donc c'est le dernier point, après on arrivera sur cette petite conclusion. La sécurité, il y a les risques de paradoxe temporel, j'en avais déjà parlé, parce que manipuler le temps, ça va introduire des risques de paradoxe temporel où il pourrait y avoir potentiellement des actions dans le passé qui pourraient altérer de manière imprévisible le présent ou le futur. Et il y a un exemple classique, c'est le paradoxe du grand-père que tout le monde connaît, je pense, où voyager dans le passé pourrait empêcher la naissance de son grand-père, et ça empêcherait la naissance du voyageur lui-même, en fait. Voilà. La sécurité des occupants aussi, il va falloir assurer la sécurité des occupants du TARDIS. Ça va nécessiter des systèmes avancés de protection contre les anomalies spatio-temporelles, les radiations aussi, et d'autres dangers inconnus qu'on ne connaît pas encore. Donc il faudra aussi des boucliers énergétiques et des systèmes de secours qui seraient bien sûr indispensables pour prévenir les catastrophes. Les conséquences éthiques et écologiques. Le fait de manipuler l'espace-temps pourrait avoir des conséquences écologiques et éthiques considérables. Parce que par exemple, quand vous créez un trou de verre, ça pourrait potentiellement affecter la structure de l'univers ou même avoir des impacts imprévus sur l'environnement spatial. Des planètes, des étoiles, des lunes, des satellites. Il pourrait y avoir de la vie dessus, on ne sait pas. La responsabilité en fait de telles actions, ça nécessiterait bien sûr une gouvernance et des régulations strictes, mais vraiment très strictes, pour éviter des abus ou même des dommages irréparables. Dernier petit point pour la sécurité, c'est les implications sociales. Donc l'accès à une telle technologie aussi puissante, ça devrait être strictement contrôlé pour éviter des inégalités sociales et économiques. Si seulement une élite avait accès au TARDIS, ça pourrait exacerber les disparités existantes. Ça pourrait foutre la merde partout, quoi. Des discussions éthiques sur la démocratisation et la régulation de cette technologie seraient vraiment indispensables, essentielles, quoi. Voilà, en ce qui concerne ce point-ci, je pense qu'on a fait le tour. La création d'un TARDIS tel que décrit dans Doctor Who, c'est actuellement au-delà de notre capacité actuelle, c'est actuellement impossible, pardon. Mais ça offre quand même un aperçu fascinant des défis et des possibilités de l'avenir. Et manipuler l'espace-temps et maintenir la stabilité et puis même assurer la sécurité dans de telles conditions, ça exige forcément des avancées scientifiques et technologiques extrêmement majeures. Et ces défis, ils stimulent notre imagination, ils motivent les recherches en physique théorique et en technologie énergétique. Donc si on continue à progresser à un rythme rapide, comme on le fait, peut-être qu'un jour, ce qui est maintenant de la science-fiction deviendra réalité. Maintenant, sur ce point, donc là on a fini vraiment le point de tout l'épisode. On va parler maintenant des perspectives futures, on va essayer d'explorer un peu la possibilité de créer ce TARDIS, et ça va nous amener à envisager des progrès futurs dans plusieurs domaines clés de la science et de la technologie. Et je vous ai fait donc un petit approfondissement, on va dire, des potentielles perspectives futuristes. Donc on va parler tout d'abord des progrès en physique théorique. Il y a tout d'abord l'exploration des dimensions supplémentaires. J'en ai déjà parlé dans l'épisode, mais c'est vrai que la théorie des cordes et la théorie M proposent que l'univers il possède jusqu'à 11 dimensions. Donc si on pouvait manipuler ces dimensions supplémentaires, eh bien théoriquement on pourrait ouvrir des possibilités pour créer des espaces non euclidiens, où l'intérieur d'une structure pourrait être beaucoup plus vaste que son intérieur, je le répète. Les expériences futures dans les accélérateurs de particules et les observations astrophysiques, elles pourraient fournir des indices cruciaux sur l'existence et la manipulation de ces dimensions. Dans les progrès en physique théorique, il y a aussi les trous de verre et la distorsion de l'espace-temps. J'ai écrit troubles de verre, je ne sais pas pourquoi. Les trous de verre sont des solutions hypothétiques aux équations de la relativité générale qui pourraient, en théorie, permettre des voyages instantanés entre des points distants de l'univers. Et il y a des chercheurs comme Kip Thorne qui ont proposé des modèles théoriques de trous de verre traversables, mais bien que la création et la stabilisation de tels phénomènes nécessitent des formes exotiques de matière et d'énergie qu'on ne maîtrise pas encore. Mais ça me rappelle énormément les warp drives, tout ça, les épisodes sur les warp drives. Ensuite, il y a tout ce qui est quantique et gravité. La gravité quantique qui tente de réconcilier la mécanique quantique avec la relativité générale, elle pourrait fournir des clés pour comprendre comment manipuler l'espace-temps à des échelles microscopiques et macroscopiques.
Et des théories comme la gravité quantique à boucle et la théorie des cordes pourraient offrir des modèles de travail pour des technologies futuristes capables de déformer l'espace-temps. Sur ce deuxième point, on va parler aussi des technologies de science-fiction qui sont devenues réalité. Alors tout d'abord, je pense même pour les anciens comme moi, enfin moi je me considère comme un ancien parce que j'ai déjà 41 ans, mais il y a les téléphones portables et la communication globale, dans les années 60, les téléphones portables étaient considérés comme de la pure science-fiction, popularisés, par des séries comme Star Trek. Et aujourd'hui, les smartphones sont omniprésents et permettent des communications instantanées à travers le globe, et qui intègrent des technologies avancées comme l'intelligence artificielle, la réalité augmentée et des réseaux de communication sophistiqués. Et je vous avoue que moi-même, quand j'étais petit, j'avais pas internet, j'avais pas de téléphone, j'avais rien du tout, j'avais une télé en noir et blanc et c'est tout. C'est vrai que ça s'est amélioré avec le temps, petit à petit, j'ai découvert un petit peu toute cette évolution technologique. Ensuite, il y a les voyages dans l'espace, l'idée de voyager dans l'espace, autrefois, c'était confiné vraiment aux romans de science-fiction, Mais il y a eu les missions Apollo, les vols spatials habités de la NASA et les entreprises privées comme SpaceX et Blue Origin, le voyage spatial, il est devenu une réalité. On envisage désormais des missions habitées vers Mars et la création de colonies lunaires, si c'est pas déjà fait. Ensuite, il y a les ordinateurs personnels et informatiques avancés, ça coule de source avec les téléphones, c'est pareil, les ordinateurs personnels, les supercalculateurs, les réseaux mondiaux de communication, donc Internet. Autrefois, c'était des concepts de science-fiction. Et aujourd'hui, il joue un rôle central dans nos vies quotidiennes et ça facilite vraiment des avancées dans tous les domaines scientifiques et technologiques. Et là, l'autre sujet aussi qui, selon moi, est très très important, c'est l'impact de l'IA et de la singularité technologique. Euh, le- on peut parler bien évidemment de l'accélération des découvertes scientifiques. Donc l'IA, elle joue déjà un rôle crucial dans la recherche scientifique. J'en parle suffisamment, énormément, j'en parle énormément dans mes podcasts, dans toutes les playlists. L'IA, elle va jouer vraiment un rôle crucial dans la recherche scientifique. Elle va nous aider à analyser des volumes énormes de données, parce qu'il y a déjà en fait des millions de données qui sont disponibles. C'est juste qu'on n'a pas le temps de toutes les analyser. Mais l'IA, plus on va la faire évoluer, plus elle sera capable de gérer toutes ces quantités de données, et ça fera gagner du temps. Et ça permettra des découvertes et même de simuler des modèles complexes. On parle de simulation, par exemple, numérique informatique. J'ai déjà fait, dans l'épisode 15 des Warp Drive, 15.1, 15.2, j'en parle suffisamment pour que vous compreniez bien ce que c'est réellement une simulation numérique. Donc je vous invite à y aller. L'IA peut accélérer aussi le rythme des découvertes en physique théorique et en ingénierie, et ça va rapprocher des technologies comme celles qui sont nécessaires pour un TARDIS. Ensuite, bien évidemment, on est obligé de parler de la singularité technologique. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est un point hypothétique dans le futur, où les progrès en IA et en technologie deviennent si rapides et si profonds qu'ils vont échapper à la compréhension humaine actuelle. Même plus tard. Je veux dire, voilà, l'IA, au bout d'un moment, elle sera tellement intelligente, tellement performante, tellement puissante, elle aura tellement de données, que nous-mêmes, en fait, on pourra plus comprendre. Il va falloir peut-être utiliser des implants cybernétiques, je ne sais pas, pour pouvoir intégrer toutes ces données en temps réel. Je ne sais pas comment faire. C'est une question sur laquelle il faudrait se poser. Donc à ce stade, il y a des IA super intelligentes qui pourraient développer des nouvelles technologies et à un rythme exponentiel. Et ça rendrait donc possible ce qui semble aujourd'hui impossible. Et après, parcourons vite fait l'application de l'IA dans la technologie spatiale. L'IA pourrait jouer un rôle essentiel dans la conception et le fonctionnement des technologies spatiales avancées, un peu comme dans les séries de science-fiction qu'on voit tous les jours. Il y a des systèmes, donc il pourrait y avoir il pourrait y avoir des systèmes de navigation autonomes, des diagnostics de maintenance, des prises de décision en temps réel dans des environnements spatials hostiles, c'est quelques-unes des applications potentielles dans l'IA dans le domaine spatial. Mais encore une fois, je vous invite à retourner dans la playlist des Overdrive. Il y a un moment, je parle de la sécurité de l'équipage, de comment en fait le vaisseau peut être géré par l'IA pour protéger l'équipage. Et puis en fait, elle ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Elle est quand même un minimum bridée, quoi. Voilà, donc en ce qui concerne cet épisode, on va faire une petite conclusion rapide. Les perspectives futuristes pour créer un TARDIS ou quelque chose de similaire, ça repose quand même sur des avancées continues en physique théorique, en technologie et en IA. Donc bien qu'on soit d'ailleurs actuellement loin de réaliser une telle technologie, donc je réponds encore une nouvelle fois à mon auditeur,
Les progrès par contre rapides et les découvertes potentielles dans ce domaine, ils pourraient un jour rendre possible ce qui semble aujourd'hui être de la science-fiction. Mais ça, on se l'était dit tous les deux dans les commentaires. Donc la quête pour comprendre et manipuler l'espace-temps continue de captiver bien évidemment l'imagination des scientifiques et des visionnaires, hein, et ça promet un avenir où les limites de la réalité pourraient être repoussées au-delà de ce que nous pouvons actuellement concevoir, hein. Et j'ai envie de dire aussi, dans un des épisodes de science-fiction que j'avais fait, je ne sais plus lequel, il faudrait que je recherche, je vous le mettrai en fiche si je le retrouve. J'expliquais effectivement que le fait que donc en gros la science-fiction se base sur des faits réels et elle développe, les faits réels en faits, imaginatifs. La science-fiction, les auteurs de science-fiction vont imaginer des concepts, encore plus avancés que la science réelle, et donc la science réelle, elle, ça s'inspirer de la science-fiction pour pouvoir faire évoluer, sa propre technologie qui, elle, est réelle. Donc ça va ils vont développer des théories et développer des pratiques, des tests, des simulations. Ils vont faire tout un tas de choses pour pouvoir, acquérir en fait cette science-fiction, cette technologie de science-fiction, et ainsi de suite. Voilà, je pense que vous avez compris un peu le principe. Mais voilà, la science-fiction inspire le réel, la science, et la science, inspire la science-fiction. Voilà, tout fonctionne ensemble. Alors, j'ai pris la décision de vous mettre les questions directement, dans la description. Je vais vous les mettre en haut de la description. Ou alors, je pense que je vous les mettrai, plutôt dans la section, communauté, et je vous mettrai un lien. Donc vous irez dessus et vous aurez donc 5 questions à choix multiples. Et en fonction des connaissances que vous avez, vous répondez comme vous pouvez. Il y a pas de je ne dirai pas les noms des auditeurs ou des auditrices, hein, tout est privé. Mais voilà, je donnerai quand même les chiffres, hein, les résultats, pour voir un petit peu que les proportions de ceux qui se sont trompés et ceux qui ne se sont qui ont vu juste. Je bégaye beaucoup aujourd'hui, je vous prie de m'excuser. Donc les 5 questions, je vous les mets dans la description, vous allez voir, ça sera redirigé. Si vous avez envie de vous faire plaisir et de jouer un peu, eh bien n'hésitez pas à y aller, et on verra, on va tester un peu vos connaissances. Alors, très chères auditrices, très chers auditeurs, j'ai pris une décision au dernier moment. Je me rends compte qu'on est déjà à 27 minutes. Nous avons, passé déjà 27 minutes sur cet épisode sur le TARDIS. Je pense que c'est suffisamment assez long. Si vraiment l'épisode vous a vraiment intéressé, je vous recommande fortement d'aller dans la section communauté et d'aller répondre aux questions, même de jouer un petit peu avec la communauté. Ça permettra de faire un peu plus de vues. Ça m'encouragera, ça me montrera que le sujet vous a vraiment intéressé. Et moi, par exemple, je suis en train enfin, pas par exemple, mais je suis en train de vous préparer, on va dire, une version un peu plus poussée de ce que serait l'Exo-Navy. Quand j'ai commencé à créer l'épisode, je me suis dit, non mais je suis pas assez dans le détail, j'aimerais passer plus de temps, j'ai pas envie de bâcler, parce que là j'en avais pour 10-15 minutes, on va dire, de parole, de temps de parole, pour vous expliquer un peu ce que c'était l'Exo-Navy. Mais là, j'ai envie quand même de développer le projet plus loin. Donc je vais vous créer un épisode spécial pour ça, et on verra si ça vous plaît ou pas. C'est un pari que je me fais. Donc en attendant, en tout cas, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner pour me donner de la visibilité et m'encourager. Ça me fera extrêmement plaisir. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao.